Merci à tous d'être là. Donc, on va commencer tranquillement par une petite... je vais commencer par me présenter, puis vous présenter rapidement l'ordre du jour, le temps que les derniers inscrits nous rejoignent. En tout cas, merci d'être là. Donc, je me présente, je m'appelle Mathieu Ponce. Voilà, je suis chez Atoll CD depuis maintenant 2 ans. Je suis consultant sur le pôle ECM Alfresco et expert finance. Et depuis bientôt 2 mois, j'ai récupéré la responsabilité de la suite des maths finance. Et donc, je suis ravi aujourd'hui d'animer ce webinaire pour vous présenter un petit peu notre solution et vous permettre de vous projeter dans les projets à venir dans vos collectivités respectives ou vos organismes publics. Voilà. Donc, je présume que tout le monde voit bien mon écran, en tout cas, j'espère. Pour vous expliquer un petit peu aussi comment je compte animer ce webinaire, donc vous avez un onglet questions qui vous permet de me poser des questions en temps réel. Donc, moi, je vais essayer de jouer le jeu, d'y répondre au fil de l'eau. Cependant, si les questions sont trop abondantes ou si certaines questions risquent de nécessiter une réponse un peu longue par rapport au timing qui m'est donné, j'y répondrai soit plutôt en fin de webinaire, soit tout simplement je reprendrai contact avec vous individuellement pour apporter la réponse. Mais en tout cas, j'aimerais animer ce webinaire comme si j'étais avec vous dans une salle de manière assez interactive et de répondre aux questions au fil de l'eau. Voilà. Alors, je regarde un petit peu la liste des participants. Ça commence à être plutôt pas mal. Mais je vais encore attendre une petite seconde ou deux. Donc l'idée, voilà, donc le temps que les derniers se connectent, l'idée aussi aujourd'hui, bon, il y aura quelques diapos, vous vous en doutez, mais c'est aussi quand même de vraiment vous montrer un petit peu notre savoir-faire, de vous présenter les écrans de notre solution et aussi de vous montrer ce qu'on est capable de faire dans un contexte d'accélération, de dématérialisation des marchés, je dirais. Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a bien sûr l'aspect réglementaire, mais il y a aussi cette crise sanitaire et ce Covid qui nous a montré qu'en termes de périmètre marché, que ce soit la signature des actes de la passation, mais on peut aussi se projeter sur tout ce qui est exécution avec la notion de commande, avec la notion de signature des commandes. J'ai vraiment ressenti beaucoup de clients qui ont envie de sauter le pas et d'accélérer la dématérialisation des marchés publics. Donc, c'est pour ça que aussi j'ai un petit peu souhaité que ce webinaire tourne autour des marchés. Et puis, j'ai pu le constater il y a 1 mois ou 1 mois et demi, peut-être que d'ailleurs certains d'entre vous ont suivi le webinaire de ma collègue, mais on voit aussi que l'archivage des marchés est un sujet qui devient très important dans le monde public et en particulier les collectivités avec qui je travaille depuis longtemps. Et donc, du coup, forcément, pour pouvoir archiver les marchés, il est préconisé d'avoir une jet de marché. Donc, voilà aussi pourquoi j'ai souhaité que ce webinaire s'oriente un petit peu sur les marchés. Allez, je vais commencer ma présentation. Donc, j'ai quelques diapositives et puis vous allez voir, on va rapidement basculer dans les écrans de la suite des maths finance. Alors, forcément, j'ai un double écran, vous m'excusez, mais mes yeux ne vont plus regarder la caméra. Donc voilà, donc ça c'était une petite diapositive pour vous expliquer dans la suite des maths finance les modules que nous vous proposons. Donc il y a un module d'instruction des marchés, de suivi d'exécution. Alors je mets suivi d'exécution des marchés, mais on verra qu'on est en capacité aussi de gérer le hors-marché, je vous en parlerai un petit peu plus loin. Un module de demande d'achat, donc c'est un module assez simple de commande qui ne correspond pas forcément aux grosses collectivités que je peux accompagner dans le quotidien, mais qui, pour des structures un petit peu plus petites qui n'ont pas encore de processus de commande, peut avoir un intérêt certain. Un module de service fait qui permet de déporter le service fait en GED. Je vous présenterai ça aussi. J'ai préparé des vidéos et des démonstrations. Et puis un module qui vient juste d'être mis en production en début d'année dans les communes de Bordeaux Métropole, c'est le visa et la signature des commandes dans le parapheur libriciel. Alors c'est on a pas mal de fonctionnalités comme celle-ci qui interagissent avec Grand Angle, qui est un outil de gestion financière, et beaucoup de nos clients aujourd'hui qui sont dans la suite des maths finance ont Grand Angle. Donc on verra tout à l'heure
une vidéo que j'ai pu faire avec une collègue à moi. Et puis ensuite, c'était aussi histoire de vous montrer un petit peu les connecteurs avec lesquels aujourd'hui, les éditeurs avec lesquels nous avons mis en place un connecteur. Donc, on a bien évidemment le parapheur de Libriciel avec qui on est partenaire depuis maintenant bien longtemps. On travaille beaucoup avec Grand Angle. On a aussi Coriolis pour la ville de Marseille. Et je suis en ce moment avec beaucoup de projets au niveau de SIS et Marco pour tout ce qui est passation. C'est ce que je disais en introduction. On voit une vraie accélération de la démat des marchés depuis la consultation. Ce qu'il faut retenir aussi dans la suite des maths finance, c'est bien évidemment tous les avantages d'avoir des modules et de proposer comme ça des modules métiers, c'est qu'il y a beaucoup de développements qui ne sont pas natifs d'Alfresco. C'est-à-dire que si vous vouliez créer un site marché vous-même dans une JED Alfresco, tout ce que je vais pouvoir vous présenter, vous ne l'avez pas en natif, c'est du développement, et donc je vous montrerai ça via les écrans tout à l'heure. Alors, une petite diapositive rapide, tout simplement, pour montrer un petit peu aujourd'hui les clients qui ont fait confiance à nos modules métiers. Donc, on a la ville de Marseille qui a le module service fait avec Coriolis, mais sinon, l'ensemble des clients que vous pouvez voir ici ont, entre autres, fait l'acquisition de la JED marché. Alors, le département de l'Essonne ou Bordeaux ont d'autres modules, bien évidemment, mais en tout cas, tous les clients que vous voyez ici, on est bien dans le périmètre marché et on avance avec eux sur la démat des marchés. Alors ici, c'est une petite diapositive. Alors, je ne vais pas vous la lire, je vous laisse vous en imprégner. J'aime pas trop lire ce que j'affiche, hein, mais ce qu'il faut retenir, c'est d'abord quel est l'avantage des modules? C'est évidemment ce que je vous disais il y a 30 secondes, c'est tous les développements qu'on a pu mettre en place, les dashboards de recherche grâce aux métadonnées, une console d'administration que je vais vous présenter, une méthodologie de mise en œuvre très rapide puisqu'on s'appuie sur du standard, la possibilité d'avoir des règles de renommage, ce qui est quand même, je pense, en termes de pièces marché, plutôt quelque chose d'intéressant. J'ai souhaité en haut à droite partager les enjeux du moment. Alors les enjeux du moment, c'est plutôt des remontées de terrain, c'est plutôt mon quotidien depuis 18 mois ou 24 mois. Et donc, c'est ce que je vous ai dit en préambule, hein, une accélération de la signature électronique, on parle énormément d'archivage, les circuits de validation des commandes, hein, qui étaient beaucoup papier, mais on l'a bien vu avec la crise Covid, on est obligé aujourd'hui maintenant d'avoir de la dématérialisation, y compris dans les workflows. Et puis, comme j'ai pu vous le dire, beaucoup de projets qui se lancent avec SIS Marché, avec Marco ou avec Grand Angle en exécution, c'est-à-dire de plus en plus la JED marché qui est au centre d'un système d'information achat, hein, que je vais appeler comme ça, et la nécessité de rendre cette JED à la fois accessible, mais le plus transparent possible pour des utilisateurs qui vont travailler soit dans le monde de la passation, donc dans leur applicatif de passation, soit des comptables qui vont être beaucoup plus dans des outils de gestion financière et qui pour autant derrière ont la possibilité que tous les documents d'un marché soient dans une JED qui est transverse et accessible à tous, avec en plus l'enjeu que le document final soit à un et un seul endroit. Donc c'est bien ça, cette diapositive, voilà, je ne vais pas m'y attarder trop longtemps, mais c'était une manière pour moi de vous permettre de lire et de vous montrer un petit peu quel est l'intérêt de ne pas partir sur du spécifique et d'être dans une communauté de clients, d'avoir du standard, de travailler sur des modules. Alors bien évidemment aussi que je n'oublie pas de le dire, c'est le fait d'être dans la suite des maths finance, c'est une approche logicielle, hein, c'est-à-dire un contrat de maintenance annuel qui va avoir de la corrective et de l'évolutive. On a un site dédié à la documentation, donc ça, c'est pas anodin non plus. Un club utilisateur qui se réunit une fois par an et qui prend des orientations produits ensemble, le premier ayant eu lieu l'année dernière. Du coup, une mutualisation des évolutions. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure en fin de webinaire, mais je vous partagerai en toute transparence les évolutions qui ont été mises dans la roadmap 2021 suite au club 2020. Et puis, j'ai souhaité rajouter quelque chose, c'est que comme je travaille aujourd'hui beaucoup avec SIS, avec Marco, avec Grand Angle ou avec d'autres, on s'aperçoit aussi que quand on travaille au niveau de la JED marché, on peut avoir des évolutions à demander aux autres éditeurs, ne serait-ce que dans les web services par exemple. Et le fait d'être une communauté de clients avec un chef d'orchestre que j'essaie d'être au quotidien, ça peut permettre de mutualiser également des évolutions chez les autres éditeurs. Donc tout ça, c'est, de mon point de vue en tout cas, beaucoup d'avantages pour les clients qui souhaitent travailler avec nous dans cette suite des maths finance.
Alors maintenant, je vais vous afficher un schéma. Alors bien sûr, comme ça, quand il arrive d'un coup, hein, ça fait un peu, ça fait un peu brut, mais c'est un schéma qui me permet à moi quand même de vous montrer. Alors je vais faire bouger ma souris en espérant que vous le voyez bien, mais je pense que oui. Donc ici, c'est ce fameux module passation des marchés que je vais vous présenter tout à l'heure. Ici, on a le module exécution et on voit qu'il y a une passerelle en temps réel des documents marchés. Donc ça, je vous expliquerai et je vous montrerai tout à l'heure dans l'outil tous les intérêts d'avoir deux sites. Un module de demande d'achat avec visa des commandes. Donc là, on est plutôt sur l'exécution des marchés. Le module de service fait, donc on sait pertinemment que la gestion des factures et des services faits, c'est tout le long de la vie d'un marché, mais bien évidemment, le module service fait aujourd'hui chez nos clients, il permet aussi de gérer le hors-marché. Hein. Je ne voudrais pas laisser penser ou semer un doute, le module service fait, il permet de gérer le hors-marché et le marché. C'est juste que mon webinar, je l'ai un petit peu tourné au niveau des marchés, mais vous l'avez compris, le principe de la commande, c'est pareil. Hein. Je prends l'exemple de Bordeaux Métropole qui a l'intégralité de nos modules. À Bordeaux Métropole, on gère bien les commandes hors et sur marché, et on gère bien les factures hors et sur marché. C'est pas un périmètre uniquement marché. Ensuite, j'ai souhaité mettre en avant, en tout cas, être le plus exhaustif possible, c'est tous les éditeurs avec qui nous travaillons. Donc aujourd'hui, en termes de gestion financière, on travaille avec Grand Angle et avec Coriolis. En termes de signature électronique, on a le connecteur standard avec le parapheur. Et aujourd'hui, en termes de logiciel de procédure marché, je travaille avec Marco et avec Sysmarché. Je ne vais pas non plus vous laisser penser qu'on n'est pas en capacité chez AtolCD de travailler avec DocaPost pour la signature ou avec Cedit pour la gestion financière ou avec un autre applicatif marché. L'idée, c'est aujourd'hui en toute transparence de vous montrer notre savoir-faire et en tout cas ce qu'on a déjà en production, ce qu'on est capable aujourd'hui de mettre en œuvre rapidement. Donc, je vais répondre de suite à votre question, Monsieur Estadieux. Effectivement, aujourd'hui, tout ce qu'on a mis en place au niveau de la... Oui, alors pardon, il faut que je relise les questions, je suis bête. Accès à e-parapheur directement ou en passant par Pastel. C'est effectivement une question que j'ai déjà eue avec d'autres clients. Aujourd'hui, en toute transparence, nous travaillons, je dirais, directement. C'est pour ça que Pastel, vous pouvez le voir en bas au niveau de l'archivage et d'Azalae, parce que le module Mova que AtolCD a développé et que ma collègue Isabelle vous a présenté il y a maintenant à peu près un mois, effectivement, il passe par Pastel, celui-là, ça c'est clair. Aujourd'hui, par contre, c'est pas quelque chose que je propose en natif, c'est pas quelque chose que j'ai déjà mis en place, mais c'est quelque chose qui est à l'étude et qui peut complètement être réalisé. Voilà, donc je réponds avec toute la transparence qui me caractérise, mais en tout cas, c'est quelque chose, je pense, qu'on va devoir mettre en place avec des clients qui veulent que la signature passe d'abord par Pastel avant d'aller dans le parapheur. Mais pour être vraiment précis, on sait travailler directement avec le parapheur. C'est ça aussi qu'il faut quand même garder en tête. C'est qu'on a un connecteur qui fonctionne très bien et des évolutions en plus qui sont en cours d'implémentation cette année. Donc j'ai fait le choix de vous présenter, un peu de diapositives et un petit peu d'outils. Donc, je vais commencer par me connecter dans la GED Alfresco. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Alfresco, mais le premier jeu de données que je souhaite vous montrer, c'est tout d'abord vous présenter un petit peu la console d'administration. La console d'administration, forcément, c'est des choses qui ne sont pas natives d'Alfresco et qui, pour le coup, présentent vraiment beaucoup d'avantages. Donc, on voit ici tout d'abord qu'on est multi-collectivité. Alors, ça ne va peut-être pas intéresser tout le monde, mais le multi-collectivité, pour tout ce qui est métropole, entre autres, et qui souhaiterait mutualiser des outils au niveau, par exemple, de leur territoire ou de leur commune, ça peut prendre tout son sens. Ensuite, nous avons une notion de direction. Hein, donc ça, c'est... bon an balance, c'est une représentation de votre organigramme, mais en tout cas, ça va vous permettre de manière transversale à tous nos modules, hein, on voit bien ici, passation, exécution, commande, service fait, on va pouvoir ainsi avoir un paramétrage d'une direction qui est transversale à tous les modules. Et puis ensuite, on a des petites clés de paramétrage. Alors bon, là, ça, c'est la création du site, hein, mais après, on va avoir des petites clés de paramétrage. Alors, je ne vais pas rentrer, bien évidemment, dans le détail, hein, ce n'est pas le principe d'un webinar, mais par exemple, tout simplement, des petites choses qui permettent, vous voyez, de mettre à jour. Vous pouvez ajouter des éléments dans des listes déroulantes, bien évidemment des configurations pour être en lien avec le parapheur, etc. Et puis, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Par exemple, au niveau du service fait, je pourrais vous montrer
qu'on a la possibilité de mettre en place des petites règles qui vont dire que pour telle ou telle direction, entre tel et tel montant, on sait que l'attesteur, ce sera toujours la même personne ou le certificateur, toujours la même personne. Voilà, donc ce sont des petites clés de paramétrage qui permettent comme ça d'améliorer, je dirais, la fluidité dans nos workflows. Donc voilà, au niveau des commandes, on va exactement avoir un petit peu le même principe, hein, avec on peut gérer, la différence c'est que là on a la notion de fonctionnement ou investissement, mais voilà l'intérêt de notre suite des maths finance, c'est quand même une console d'administration et ça pour le coup c'est vraiment pas natif d'Alfresco. Du coup, lorsque je me retrouve dans mon site, donc vous voyez en haut à droite que je suis dans le site de la collectivité, donc AMP, c'est pour Aix-Marseille Métropole. Je suis dans mon site de la passation et vous voyez aussi, bien évidemment, la force de la suite des maths finances, c'est d'utiliser les métadonnées qui sont associées au document. Sinon, je dirais que ça aurait peu de sens d'avoir un module. Donc, on peut s'apercevoir qu'on a des tableaux de recherche qui sont assez poussés et qui vont permettre de rechercher des données liées à une consultation, liées à un marché. Et bien évidemment, on peut descendre en termes de granularité encore plus bas, c'est lié à la notion de document. Donc, on voit ici, par exemple, qu'on va avoir une bibliothèque de nature de documents qui nous permet très rapidement de retrouver, si on souhaitait retrouver un acte d'engagement lié à un numéro de marché, on pourrait taper son numéro de marché ici et l'action du bouton rechercher nous permet de retrouver un document très rapidement. Donc ça, c'est quand même aussi la force de nos modules, c'est d'avoir comme ça des tableaux de bord. Et vous verrez qu'en termes de demande d'achat et de services faits, à partir du moment où il y a des workflows, je pourrais également vous montrer qu'on a des tableaux de pilotage, bien sûr, qui se mettent à jour en temps réel. Si je vais dans mon espace documentaire, je me retrouve ici avec une arborescence de répertoire. Hein. Le principe d'une GED, c'est d'avoir une arborescence de répertoire et un plan de classement. Ce que vous pouvez voir ici, c'est que quand je rentre dans mon pôle patrimoine, je vais retrouver mes directions que j'ai pu vous montrer tout à l'heure dans l'administration du produit. Et je vais pouvoir ainsi, en cliquant dans ma direction, me retrouver avec un bouton « Ajouter consultation ». Et là, ça y est, on est dans les fonctionnalités de la suite des maths finances. On est dans tous les développements qu'on a mis en place pour permettre de créer des plans de classement en automatique à partir de métadonnées. Donc, je vais vous faire un petit jeu de données rapide et puis n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Donc, vous voyez, quand je clique sur « Ajouter une consultation », j'ai un formulaire qui va apparaître et je vais pouvoir, comme ça, choisir une procédure. Donc, encore une fois, la procédure, c'est une liste déroulante que vous auriez pu modifier à votre guise. Et puis, je vais avoir comme ça des métadonnées à saisir et le numéro existe déjà, donc ça me permet en plus de vous montrer un contrôle qui fait qu'on a des... Alors, je ne vais pas vous faire croire que la GED a des contrôles à peu près à chaque champ. On ne va pas se substituer à des applicatifs tels que Marco 6 ou à des gestions financières. En revanche, on a quand même mis quelques contrôles de cohérence qui sont pour le coup nécessaires pour que nos connecteurs puissent bien travailler. Et c'est vrai que le numéro unique de consultation et le numéro unique de marché, bien évidemment, nous avons fait attention à ce que ce soit contrôlé. Et donc ensuite, on va pouvoir ici éventuellement choisir un nombre de lots. Alors, je vois que j'ai déjà une question sur l'interaction avec Marco. La question, c'est comment s'intègre le module passation avec Marco, métadonnées par exemple, et est-ce que le périmètre fonctionnel ne se recouvre pas? Alors, ce que je peux vous proposer, Monsieur Billy, c'est tout simplement, après cette mini-démonstration, j'ai prévu d'en refaire une deuxième, parce que j'ai la chance d'avoir un projet avec 6 qui va basculer en production prochainement. Et ayant un environnement, j'ai justement prévu de vous faire une petite démonstration avec un document qui provient de 6. Donc, si vous êtes d'accord, je profiterai de ce moment-là pour vous répondre. Du coup, ici, qu'est-ce que vous pouvez constater? C'est que dans Moyens généraux, il n'y avait aucun répertoire et le fait d'ajouter la première consultation 2021, j'ai un plan de classement. Alors, le plan de classement, bien évidemment, il est travaillé avec nos clients, même si on arrive avec une offre standard, mais vous pouvez constater que l'utilisateur n'a eu aucune action à faire, à part saisir ce petit formulaire de métadonnées. Donc, on a consultation, le numéro 0107, centre de vaccination, et lorsque je clique
sur le lien, j'ai un plan de classement qui est préétabli avec des répertoires. Donc après, les répertoires, même si notre offre est standard, bien évidemment, on est complètement à l'écoute des clients et on peut adapter ce plan de classement moyennant qu'il respecte des règles que nous sommes obligés d'appliquer par rapport à notre module. Donc on voit ici par exemple que l'arborescence marché est vide, puisque bien évidemment, pour avoir des données dans les marchés, il faudra qu'on attribue le marché suite à la CAO. Alors, je ne vais pas vous présenter tout le plan de classement. Hein. Ce que je voulais montrer, c'est tout ce qu'on a pu mettre en œuvre comme fonctionnalités qui ne sont pas natives. Donc, on s'aperçoit ici que lorsque j'ai saisi une consultation avec de l'eau, je me retrouve avec lot 1, lot 2 et pièces communes. On a la possibilité de renommer des lots pour que ce soit plus lisible. Hop, une petite faute d'orthographe. On a la possibilité de renommer des lots et puis on s'aperçoit surtout que, par exemple, on a la possibilité de mettre des documents à la main, mais on a surtout la possibilité d'importer des zips. Et ça, c'est pas standard dans Alfresco. Aujourd'hui, si vous faites un glisser-déposer avec un zip, ce zip, il est inexploitable, entre guillemets. Tandis que nous, par exemple, si on reçoit un fichier zippé avec des plans d'un cabinet d'architectes, ce qui arrive assez régulièrement sur les gros marchés de travaux, on va pouvoir le récupérer et grâce à ce bouton et non au glisser-déposer natif d'Alfresco, on s'aperçoit que ce document, quand il arrive en GED, nous, on a implémenté des fonctionnalités de dézippage et du coup, n'importe qui peut, en cliquant ici, aller consulter le plan moyennant que le format du document soit lisible dans Alfresco. Mais vous voyez, c'est un petit peu ça la force aussi de la suite des maths finance, c'est d'avoir mis en place comme ça des boutons, je dirais, des fonctionnalités qui ne sont pas natives et qui permettent vraiment de répondre aux problématiques des clients. Alors, je me fais garant de l'heure et je suis obligé d'aller un petit peu vite, hein, je m'en excuse, mais je vais juste vous montrer le cycle de vie d'une consultation avant de basculer sur 6. Donc ici, on a le répertoire candidature et offre. Donc celui-là, dans notre cycle de vie, on ne peut pas faire autrement que de l'avoir comme répertoire, puisque c'est dans celui-là qu'on va aller chercher les plis des candidats qui sont déposés sur les plateformes. Alors les plateformes, vous avez pu voir dans le schéma que j'avais cité AWS, mais tout simplement parce que je travaille beaucoup avec SIS et Marco et que AWS fait partie du même groupe. Mais c'est pareil, hein, tout le monde n'a pas AWS. Il y a Mégalis en Bretagne, Maximilien en Île-de-France. Mais c'est bien ici l'endroit où nous allons chercher les plis des candidats. Et encore une fois, vous voyez, c'est un peu le même état d'esprit que tout à l'heure. On a un bouton spécifique qui permet d'aller chercher les plis. Donc, on va cliquer sur « Ajouter un pli » et on va ainsi pouvoir dire « Je vais récupérer le pli ». Alors, on peut très bien dire « Atoll CD a répondu au lot 1 ». Alors, je vous rassure, Atoll CD ne s'est pas mis à faire du gros œuvre de travaux pour des centres de vaccination. C'est simplement que j'ai pas beaucoup de tiers dans la base. Et ici, je vais pouvoir dire que je viens récupérer le pli du candidat. Donc ça, c'est par exemple le pli que j'aurais récupéré sur une plateforme de dématérialisation des marchés. Bah, encore une fois, hein, vous voyez ici que le pli qu'on récupère, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a tout simplement dézippé, ce qui veut dire que n'importe quelle personne qui a accès à ce répertoire via les droits utilisateurs pourrait aller consulter le CABIS, par exemple, sans avoir besoin de télécharger le document, le zip sur son ordinateur, faire clic droit, le dézipper et ainsi de suite. Donc voilà un petit peu, encore une fois, les fonctionnalités de notre module. Et puis une fois que vous avez fait ça pour tous les candidats, bien évidemment, il va y avoir le cycle de vie de la consultation jusqu'à la CAO qui va attribuer le lot 1 à Atoll CD. Et donc, encore une fois, on a ici des fonctionnalités. Vous voyez à droite un traitement attribution qui n'est absolument pas natif d'Alfresco. Quand on clique sur attribution, c'est là qu'on va saisir les données du marché et qu'on va pouvoir ainsi créer dans le fameux répertoire 60 que je vous ai montré tout à l'heure, l'arborescence marché. Donc ici, si je crée mon numéro de marché, alors je ne saisis pas toutes les données, je vais saisir celles qui sont obligatoires, mais il faut savoir qu'on s'est essentiellement appuyé sur les données essentielles, hein, c'est-à-dire que les données qu'il y a ici, ça,
je pense que d'ailleurs, je vais répondre en partie à votre question, Monsieur Billy, c'est qu'on n'est pas là pour se substituer ni à Marco, ni à SIS, ni à Grand Angle, ni à Coriolis, ni à personne. Nous restons une GED, mais pour pouvoir avoir des tableaux de recherche, pour pouvoir gérer des choses en automatique, il nous faut quand même certaines métadonnées. Et donc ici, on s'est plutôt basé sur les données essentielles. Mais voilà, je me contente aujourd'hui de remplir les données obligatoires. Par contre, lorsqu'on arrive à l'attribution des marchés, c'est là qu'on s'aperçoit que je ne suis plus en train de saisir un tiers manuel. Là, je suis en train de faire le lien avec la gestion financière. C'est bien la base de données de la gestion financière qui prend le dessus sur toutes les autres bases de tiers. Et donc là, ça fait partie des choses que nous mettons en œuvre avec nos clients lors du déploiement de la GED marché. J'ai donc oublié une valeur. Ah ben oui, bien sûr, si j'oublie le lot, ça va pas être très efficace. Un lot, un marché. Donc vous voyez ici que je suis en train d'attribuer le lot 1. Forcément, si je ne mets pas le lot, il ne me laisse pas attribuer, puisqu'on est sur un lot, un marché. Donc là, normalement, vous voyez que dans mon répertoire 60, vous voyez ici dans le fil de vie, il a bien créé 2021 vaccination et il m'a créé une arborescence pièce de marché. Et au niveau de mon tiers, ici, j'ai un dernier traitement, et après je m'arrêterai là pour la partie... mais j'ai un traitement qui me permet, en fait, d'ouvrir une interface bien plus agréable que de faire les choses manuelles. Hein. Pour ceux qui connaissent un peu Alfresco, de faire les choses manuellement, ça peut parfois être un petit peu chronophage. Tandis qu'ici, je vais pouvoir aller, en fait, récupérer dans le pli. Hein, vous vous rappelez, j'ai introduit le pli ou dans le DCE où j'ai introduit des plans, c'est-à-dire qu'en fait, on ouvre la possibilité d'aller dans le répertoire du DCE et dans le répertoire des offres et des candidatures pour avoir une interface un petit peu plus, je dirais, sympathique, c'est-à-dire que vous allez pouvoir dire « j'ai besoin de mon BPU, de mon acte d'engagement et de mon RIB », par exemple. J'en prends pas beaucoup parce que sinon, ça va prendre trop de temps. Et ici, vous allez pouvoir leur donner une codification, une nature de document, parce que sans nature de document, après, c'est compliqué de jouer avec les dashboards de recherche et c'est surtout compliqué d'interagir avec les autres applicatifs, hein, puisqu'on fait du mapping de données. Hein. Et ici, je vais pouvoir mettre un RIB et en fonction de ce que j'ai choisi, c'est la gestion du plan de classement qui me dit dans quel répertoire il veut le mettre. Par exemple, quand c'est un RIB, il ne me propose pas le 630, il me propose le 620 parce qu'il va le mettre au niveau du tiers. Et donc, tout ça, ce sont des interfaces qui rendent le module bien plus agréable pour les utilisateurs parce qu'ils n'ont pas de tâches chronophages à faire à la main, une par une, document par document, à aller les copier, les déplacer et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on peut s'apercevoir? C'est que par rapport au schéma que j'ai pu vous présenter où je vous ai expliqué qu'il y avait entre le site passation et le site exécution une interaction en temps réel, c'est ce que je vais vous montrer de suite. C'est-à-dire que pourquoi on a fait deux sites, hein? On a fait deux sites pour une gestion des droits utilisateurs simplifiée. C'est-à-dire que les gens qui vont graviter dans la passation vont avoir accès à des documents qui sont un peu plus confidentiels. Hein. Un rapport de CAO ou des lettres de rejet ne sont pas visibles des comptables, par exemple. Et donc, du coup, pour avoir cette gestion des droits simplifiée, on a vraiment isolé l'exécution de la passation. Cependant, pour tout ce qui est marché, on a une interaction en temps réel. Donc là, vous voyez, je suis dans mon site finance pour la même collectivité. Toujours un tableau de bord, hein, ça, il n'y a pas de... Et quand je viens dans patrimoine et que je vais dans bâtiment, je m'aperçois que j'ai un 2021 procédure adaptée, gros œuvre, alors centre de vaccination, et je vais retrouver dans ma pièce administrative, je vais retrouver le RIB. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est de vous montrer que le RIB, il a été renommé. C'est-à-dire qu'on a bien des règles de renommage qui sont possibles. Il a été renommé par le numéro de marché et par la typologie de document. Donc tout ça encore, ce sont des exemples et c'est ce qu'on met en œuvre dans les projets avec nos clients. Voilà, donc là, pendant que je suis déjà en train sur un autre écran parce que je me fais garant de montrer le moins possible les écrans des autres éditeurs. Mais là, je suis en train, en fait, sans que vous le sachiez, de rajouter des documents dans 6 pour vous montrer, en fait, je vais vous remontrer la GED marché, mais je vais vous la montrer ce coup-ci avec
des documents qui proviennent d'un applicatif en espérant vous montrer tout notre savoir-faire au niveau de l'interopérabilité de la GED marché. Alors là, je pense que j'ai eu un petit bruit, je dois avoir une question. Alors, les règles de renommage sont-elles paramétrables? Est-ce que vous proposez Alors, est-ce que les règles de renommage sont-elles paramétrables? Oui, elles sont tout à fait paramétrables. Alors, j'avais un petit peu anticipé la question. Donc, je voulais pas montrer, je suis pas voilà, j'ai pas fait un webinaire pour vous montrer la méthodologie de mise en œuvre, mais j'avais un petit peu anticipé la question de comment on gère les règles de renommage et comment on interagit avec les autres applicatifs. Ben justement, nous avons mis en place une méthodologie qui rend les choses très simples en termes de mise en œuvre. C'est qu'on travaille à partir d'un référentiel. Alors, c'est dans le Drive, hein, mais on travaille à partir de référentiels qui disent que dans tel répertoire, on a des natures de documents et qu'on a la possibilité ici de renommer les documents grâce à des métadonnées et on se retrouve avec des codes de correspondance, puisque vous me demandez comment on travaille avec Marco, entre autres. Mais si vous voulez, ici, on sait que le code RC en GED dans notre mapping de données chez nous, hein, dans notre suite des maths finance, fait le lien avec cette nature de document qui, elle, provient de l'applicatif 6. Et après, on lui explique dans quel sens on veut marcher et comment on veut envoyer les données au parapheur libriciel. Donc, je ne sais pas si je réponds bien à votre question, mais en tout cas, voilà, tout ça, c'est paramétrable via la méthodologie simplifiée que nous avons mis en œuvre. Alors après, j'ai des questions sur la numérisation. Donc oui, hein, nous avons, dans tous les cas, de toute façon, nous avons une équipe RPA numérisation pilotée par mon collègue Hervé Chavas, avec qui je serais ravi de vous mettre en relation. Mais là, tout ce que je vous montre de mon côté est, entre guillemets, soit de l'interaction avec avec un autre applicatif, soit directement dans la suite des maths finance, mais je ne suis pas dans la démarche là de travailler avec un tiers de numérisation, mais on pourrait. Je pense entre autres à une collectivité avec qui je travaille qui est on travaille avec Astre et GFI et effectivement on a parfois besoin du robot parce qu'on n'a pas tous les web services qui nous permettent de travailler. Donc pour reprendre le fil de ce que je souhaitais vous montrer, donc là je suis dans l'entrepôt Alfresco. L'entrepôt Alfresco, c'est quelque chose qui n'est pas visible des utilisateurs finaux, attention. Mais c'est juste pour que vous compreniez la gymnastique un petit peu de tout ce qu'on est capable de mettre en œuvre dans notre savoir-faire au niveau de l'interopérabilité de la GED marché, puisque c'est bien aujourd'hui tous les projets que je suis en train de lancer. Donc aujourd'hui, je suis dans un entrepôt avec un SaaS année mois jour et on s'aperçoit, j'ai la chance que le webinaire soit le 1er juin, ça c'était pas prévu, mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Et si je fais F5, je suis en train simplement de rafraîchir et de vous montrer que pendant que j'étais en train de vous parler sur un autre écran, j'ai été déposer 2 documents dans l'applicatif 6 qui est relié à mon environnement. Et on s'aperçoit que ces 2 documents, que j'ai appelés webinar avec 2021, sont bien des documents qui sont reliés de 6, puisque lorsque je clique sur le document, donc ça c'est un document vierge, mais quand je clique sur le document et que je descends un petit peu mon écran, donc j'espère que vous le voyez bien, on s'aperçoit ici qu'on a récupéré toutes les métadonnées du connecteur de 6. Et on s'aperçoit entre autres que ce que je viens de vous montrer dans le fichier Excel, je le récupère ici. Et c'est comme ça que j'ai pu, avec nos équipes, développer un module qui va permettre en fait de classer et de créer, enfin je vais le dire dans le bon sens, de créer la consultation en automatique, mais surtout de classer les documents. Et donc là, l'avantage, c'est qu'une personne qui va travailler aujourd'hui dans l'applicatif 6, dans une collectivité qui est équipée de ce logiciel, va avoir le moins de travail possible dans la GED Alfresco. Ce que je voulais vous montrer après, c'est c'était vous montrer un petit schéma et j'ai fait des petites vidéos sur la signature électronique du bon de commande et sur le circuit du service fait, parce que pour moi, ça rentre pleinement dans l'exécution des marchés. Et puis l'intérêt aujourd'hui de faire confiance à la suite des maths finance, c'est de permettre entre l'exécution des marchés, la gestion du service fait et la notion de commande et de visa des commandes, c'est que ça permet en fait à toute la branche des techniciens de travailler dans un applicatif unique dans lequel ils vont être certains d'avoir le dernier document validé et ça leur permet surtout de ne pas avoir de tâches à réaliser dans les gestions financières
parce que parfois on sait que les techniciens et les applicatifs de GF, c'est pas toujours une histoire d'amour. Donc le fait d'avoir tous ces modules en GED, bah, ça leur permet de pouvoir consulter le document, mais en même temps intervenir dans des workflows. Donc, de manière très rapide, aujourd'hui, c'est pour vous montrer sous forme schématique, mais de suite après, je vais vous présenter ça avec une vidéo. On a donc la possibilité de saisir des demandes d'achat en GED. Bien évidemment, les profils que j'ai mis en haut c'est un exemple. Hein. Il faut pas prendre, c'est juste du droit utilisateur et du profil Alfresco. Donc, on a un système de validation direction et ensuite, on a une validation comptable qui arrive à la fin. Ce qui est intéressant, c'est que quand on a les web services à disposition, on est en capacité de créer une commande dans la gestion financière en automatique. C'est-à-dire que quand vous voyez que c'est entouré en noir et en blanc, vous pouvez lire en bas que c'est fait par des web services, par une interface. Donc ça, c'est la première chose. Donc ensuite, on va pouvoir engager en gestion financière, éventuellement valider un engagement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'après, on revient en GED. Et c'est là qu'on a développé un circuit de signature illimité. C'est-à-dire qu'on a fait un constat avec la collectivité avec qui on a pu déployer ça, que le circuit des commandes, il n'y a pas deux directions qui fonctionnent pareil, il n'y a pas deux collectivités qui fonctionnent pareil. Donc, il était quasiment impossible d'implémenter une solution, je dirais, paramétrée ou paramétrable. Donc, on est parti de ce postulat et on a dit, en fait, on va permettre autant de visas qu'on veut, parce qu'une commande à 100 €, elle aura peut-être aucun visa, tandis qu'à 4 millions d'euros pour des travaux, ça va peut-être aller très, très haut. Et donc, on va pouvoir comme ça manuellement choisir le nombre de visas. Et c'est le dernier, en fait, qui va dire, moi, maintenant, je sais que j'ai la responsabilité de demander la signature à un DGA, à un élu, peu importe, mais c'est le dernier visa qui va pousser dans le parapheur libriciel le document. Et ensuite, à la sortie du parapheur, on va récupérer le bon de commande signé, les annexes, le bordereau, et tout ça, en fait, non seulement c'est présent en GED, mais en plus, on va le rattacher dans la gestion financière, ce qui veut dire que les comptables seront à la fois informés par un mail et verront dans la gestion financière les documents qui ont été signés. Donc, pour illustrer ça, je peux pas vous le montrer en natif, mais du coup, on vous a préparé une petite vidéo. Alors, elle dure 3 minutes et je vais la commenter, mais on a préparé une petite vidéo parce qu'on s'est appuyé sur un client. Alors, on montre très, très peu des logiciels de nos partenaires, mais voilà. Donc là, on est dans la demande d'achat avec des commandes. Et ici, on a donc des commandes avec, bien évidemment, des statuts. Et là, on voit qu'on est en attente de visa. Et quand on clique sur le petit bouton, quand on a le petit bouton, c'est qu'on a une action. On va pouvoir comme ça, bien évidemment, regarder toutes les informations qui sont liées à la commande. On s'aperçoit que le document qu'on peut voir à gauche sur le viewer, notre petite, là, ça paraît, c'était pour montrer qu'il n'y a pas de signature. C'est peut-être pas très, très lisible, mais ici, voilà, on voit bien qu'on a le bon de commande qui, lui, est produit dans la GF. Je le précise, c'est pas nous qui le produisons. On s'aperçoit qu'on peut y mettre des annexes, on peut rajouter un devis, on peut rajouter tout ce dont on a besoin, bien évidemment des commentaires. Donc ça, c'est pas mal aussi, la notion de commentaire. Et puis ensuite, on va aller choisir la personne. Alors, je précise que Alfresco est en français, c'est le fait de se connecter par des VPN chez nos clients qui nous mettent tout en anglais, mais soyez rassurés, Alfresco et notre suite des maths finance est en français. Et donc, Camille, ma collègue qui a fait les vidéos avec moi, a choisi Mathieu, donc moi-même, pour le premier visa. Et là, un petit intercalaire qui nous permet de changer d'utilisateur. On s'aperçoit qu'on est chez Mathieu Ponce. Comme j'ai été désigné, j'ai le stylo. Donc ça, c'est toujours pour me montrer que je peux interagir dans le workflow. On s'aperçoit que le commentaire est ici. S'il y avait eu des pièces complémentaires, les pièces complémentaires sont bien évidemment accessibles. Et puis, ce qui est intéressant en bas, on va le voir rapidement, mais on peut à la fois refuser, c'est le principe d'un workflow, mais je peux aussi demander encore un visa complémentaire, c'est-à-dire que, comme je vous le disais, on peut le faire de manière illimitée, et je vais pouvoir, derrière, demander la signature. Donc là, la signature. Donc, n'hésitez pas pendant la vidéo que je commente aussi à commencer à m'adresser vos questions si vous en avez. Mais voilà. Ce qu'on voulait vous montrer, donc on n'a pas montré le parapheur, mais il faut savoir que ce document, après demander signature, il revient dans le parapheur
Et on s'aperçoit que maintenant, le document est signé, bien évidemment. Donc là, on va vous montrer un petit peu tout ce qu'on a récupéré, hein. On récupère le bordereau du workflow avec tous les intervenants, hein. Donc, s'il y a eu 4-5 visas, on aura le nom des 4-5 personnes qui ont visé et le nom de l'élu qui a signé, par exemple. Ça, pour le coup, c'est le vrai bordereau qui revient du parapheur. Et très rapidement, on se connecte à Grand Angle. Et c'est pour vous montrer que dans Grand Angle, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, le document, il est remonté signé. Ce qui veut dire qu'un comptable, en soi, n'a pas besoin d'aller chercher le document signé. Il est directement accessible avec le bordereau depuis la gestion financière. Voilà, donc ça, c'était pour vous montrer. Et voilà, c'était aussi pour vous montrer quand même qu'on reçoit des mails, parce que c'est plutôt très pratique de recevoir des mails plutôt que de tous les jours aller devoir dans la GED. Donc ça, du coup, c'est pour vous montrer notre savoir-faire sur la commande d'achat et puis notre savoir-faire sur le service fait. Donc là, c'est pareil, la facture, elle est plutôt déposée dans Chorus aujourd'hui. Donc, il y a une création de la facture dans la gestion financière, puisque ça, aujourd'hui, tous les éditeurs le font, hein, ont un connecteur avec Chorus. Et puis derrière, alors après, tout va dépendre de la qualité des données qui sont en gestion financière, donc je ne m'étendrai pas là-dessus, mais nous, on va avoir plusieurs étapes. Alors honnêtement, l'affectation comptable est une étape facultative si le document a été, si les données Chorus sont propres dans la gestion financière, quand la facture arrive chez nous, en principe, il n'y a pas besoin de l'affecter, on connaît déjà la direction. Il va y avoir une vérification de la facture de la part des comptables, et puis derrière un opérationnel qui va faire l'attestation, et puis derrière un chef de service qui va faire la certification, le circuit vraiment classique de service fait, et une facture qui sera liquidée dans l'AGF par la suite. Donc de la même façon, je peux vous faire une démonstration en natif dans notre produit, mais on a fait une vidéo parce que, alors attendez, je vais cliquer sur la vidéo du service fait. Voilà, on a fait une vidéo du service fait parce que comme ça nous permettait juste de vraiment de vous montrer que la facture, encore une fois, elle arrive bien de la gestion financière. Donc, c'est le seul écran que vous verrez, mais on est dans Grand Angle et la facture, elle arrive bien de l'applicatif Chorus et du coup, elle est bien contextualisée dans la gestion financière et donc, elle va arriver dans la GED Alfresco avec tout ce qui va bien. Donc là, encore une fois, des statuts. Donc vous voyez, hein, on est dans des onglets de pilotage avec des boutons action, des statuts, les personnes qui sont identifiées. Ici, on a toutes les données qui proviennent de la gestion financière. La possibilité, s'il y avait une erreur, de réajuster le numéro d'engagement, hein, puisque c'est lui qui va, voilà. Là, c'est les données de la facture. Donc, si jamais il y avait une donnée erronée sur la facture, pourquoi pas la corriger ici. La possibilité de mettre des annexes, la possibilité de mettre des annexes, c'est un petit peu la même chose que le service fait, hein. Et la possibilité de mettre des commentaires. Donc là, on est sur, entre guillemets, des fonctionnalités que l'on retrouve dans tous nos modules où il y a des workflows. Et ici, la possibilité de choisir un attesteur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'attesteur aurait pu être prédéfini, si vous vous souvenez, quand j'ai montré la console d'administration, si on avait dit pour telle direction, en fonction de tel montant, je suis en capacité de le prédéfinir. Donc là, on va demander l'attestation. Ce qui est intéressant, c'est encore une fois de voir que les tableaux de bord, c'est du pilotage, hein, ça se met à jour en temps réel. Et puis, on se retrouve avec, dans le profil Mathieu Ponce, tout simplement, une nouvelle tâche qui vient d'arriver en temps réel à attester. Donc, de mon côté, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur le stylo et je vais pouvoir aller ainsi attester du service fait. Alors, je me fais garant de l'heure, je vais un tout petit peu avancer. Voilà, donc ici, ce qui est important, c'est de voir que le service fait, c'est une date, hein, donc on va mettre la date. On en profite pour choisir le certificateur. Si on s'auto-choisit, d'ailleurs, la certification est une étape qui est sautée. C'est une fonctionnalité qu'on a mis en place parce que certaines collectivités, sur des petits montants, la personne qui va attester n'a pas besoin de pousser en certification, donc on a créé cette petite fonctionnalité. Derrière, la possibilité de mettre des annexes, la possibilité d'avoir des commentaires, et puis derrière, alors, vous le voyez, hein, renvoyer c'est du workflow, hein. On peut renvoyer à tout moment, en arrière, voire même renvoyer au groupe comptable. On peut bien sûr refuser, suspendre. Donc, on a beaucoup de fonctionnalités qui sont liées au cycle de vie d'une facture. Et puis là, voilà, toujours pareil, hein,
Alors, je me fais garant de l'heure. Je vais un tout petit peu avancer la vidéo. Vous m'excusez, mais parce que là, en fait, on vous les transmettra, il n'y a pas de souci. Mais là, ce qui est intéressant, c'est de voir, voilà, là, c'était pour montrer qu'on avait vérifié. Donc là, elle va cliquer sur le bouton et puis on s'aperçoit. Alors, je vais juste, parce que ce qui m'intéresse, c'est vraiment de vous montrer la. Bon, ça, c'était pour montrer que les tableaux de bord disparaissaient, bien sûr. Mais je vais juste avancer pour vous montrer, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer aussi la production documentaire et le fait que derrière, nous allons classer. Alors là, liquider une facture, ça se fait dans la gestion financière. Il y a deux possibilités, soit la gestion financière nous répond avec le numéro de liquidation, soit on a la possibilité de le mettre à la main. Ça, ce n'est pas une fonctionnalité de la GED, c'est plutôt quelles sont les données que les web services avec le logiciel avec qui nous travaillons, donc Coriolis, Grand Angle, etc., est en capacité de nous redonner comme information. Mais en tout cas, vous pouvez voir qu'on peut le faire à la main. Et puis, si on regarde la fin de la vidéo, ce qui est intéressant, c'est que une fois que le cycle de vie est terminé, on va aller classer les documents dans un plan de classement. Alors là, ce n'est pas le plan de classement marché, c'est un petit plan de classement qui est ici. Après, ça partira dans la GED marché. Mais là, on va s'apercevoir qu'on a généré un bordereau de service fait. Donc là, on a facture liquidée. Et si vous regardez bien, voilà, on va pouvoir avoir comme ça le bordereau avec le cycle de vie de ce qui s'est passé durant ce workflow. Donc là, on va voir que Mathieu voilà, il y a eu Camille, il y a eu Mathieu, puis il y a eu Camille, et ainsi de suite. Voilà. Donc ça, c'est ce que nous produisions comme document et que nous classons. Déjà 11h20, ça passe vite. Donc, j'ai encore une petite diapo à vous présenter, mais c'est pas grand-chose. Donc ça, c'était juste pour vous montrer ce qu'on a voté cette année. Il y a pratiquement 200 jours de développement qui ont été votés pour l'offre marché. Donc ça aussi, ça fait le lien avec ce que je vous disais au début. Si j'ai un peu souhaité que ce webinaire soit plutôt autour des marchés, même si pour moi la commande et le service fait, ça rentre pleinement dans les marchés. Et c'est tout simplement parce qu'on l'a bien vu au club aussi l'année dernière. Il y a eu beaucoup de demandes d'évolution qui étaient plutôt liées au périmètre GED marché. Je le vois dans les projets et dans les avant-ventes que j'ai aujourd'hui. On tourne quand même essentiellement autour de la GED marché. Donc voilà un petit peu pourquoi ce webinaire avait une thématique plus marché public. Ça, c'était pour vous montrer aussi que maintenant, on est passé en mode éditeur, on a des contrats de maintenance, on fonctionne avec un mode de licence perpétuelle. Donc, quand vous faites confiance à Atoll CD pour la suite des maths finance, vous ne payez pas tous les ans le module, vous l'achetez, vous le commandez une fois et ensuite, il est en mode licence perpétuelle. Il n'y a que le contrat de maintenance à renouveler tous les ans. Bon, on fonctionne comme tout le monde, on n'est pas atypique, mais c'était pour vous dire que là, en avril, on a sorti la 4.3, qui est celle qui me permet d'aboutir le projet avec 6 pour une collectivité qui nous accompagne, que j'accompagne, excusez-moi. Après, on a une version 4.4 qui sort avec les premiers engagements du club utilisateur. Donc, elle sortira en juin, juillet. Bon, j'ai mis juillet parce que si jamais sont connectés des clients qui nous ont déjà fait confiance, je ne voudrais pas qu'ils prennent ça pour un engagement ferme. Mais j'ai mis juillet, mais en tout cas, on rentre en phase de test en interne sur les premières livraisons. Ensuite, j'ai souhaité matérialiser oui, en octobre, on va avoir notre club utilisateur. Je vais bientôt communiquer à notre panel de clients et puis j'espère en avoir d'autres suite à ce webinaire. C'était aussi pour montrer qu'on va bientôt, que là, on s'attaque au connecteur GDA 360P3. Donc, c'est aussi pour montrer notre réactivité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, CGI, via Grand Angle, a, je dirais, vraiment fait une version que je peux qualifier majeure. Il faut savoir que j'ai passé 10 ans là-bas, donc en plus, je connais bien le contexte. Et c'est vrai que voilà, tous les web services sont impactés, donc forcément, notre suite des maths finance est impactée. Donc, on sera en capacité en fin d'année de proposer, je dirais, le connecteur Grand Angle 2.0 compatible avec la GDA 360. Donc, cette petite frise, c'était pour montrer un petit peu comment on est plutôt sur 2 versions majeures par an au niveau du club utilisateur, mais c'est pour montrer aussi qu'on a eu une 4.3 parce qu'on a un projet 6. Donc demain, peut-être qu'on aura une 4.6 parce que j'ai un projet avec Marco, par exemple. Donc voilà, c'était pour montrer notre réactivité dans la roadmap. Et puis ça, c'était voilà, juste pour vous montrer. Je pense qu'en termes d'éditeur, on est plutôt bien sur la documentation. C'est toujours perfectible.
Mais en tout cas, on vous met à disposition un site avec toute la documentation, des fiches procédures très, très agréables pour les utilisateurs finaux parce que lire des documents de 35 pages, ils n'aiment pas trop. Donc là, c'est très pratique, les fiches procédures, c'est j'ai une action à faire. Et des cahiers de recettes. Je sais qu'ils sont perfectibles. On va travailler dessus tout le mois de juin et cet été grâce à la nouvelle version. Mais en tout cas, des cahiers de recettes, peu d'éditeurs en fournissent comme ça en standard, juste en souscrivant au contrat de maintenance. Donc, on s'améliore de jour en jour, mais en tout cas, on a le mérite d'avoir un site qui vous donne vraiment beaucoup de documentation accessible en temps réel et que l'on tient à jour, surtout. Voilà. Donc, pour ma part, je pense que j'ai rien oublié dans ma présentation. Alors, j'aurais voulu qu'il reste un petit peu plus de temps pour les questions-réponses. Je m'en excuse, mais c'était très dense. Donc, maintenant, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à me poser des questions si vous souhaitez que je remontre quelque chose. Bon, de toute façon, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est qu'on est en capacité de vous faire une démonstration, bien sûr, plus poussée sur la GED, sur la GED marché et toutes les fonctionnalités qu'on offre. Mais pour ça, il faudra... On pourrait avoir les slides avec les processus. Alors, vous me demandez, Monsieur Billy, si je peux tout simplement vous partager le support. Ce que vous aimeriez, c'était entre autres peut-être avoir, je suppose que ce que vous aimeriez, c'est peut-être avoir ce schéma et puis les deux schémas que j'ai créés avec l'animation. Donc ça, de mon côté, j'y vois pas d'inconvénient. Oui, on va vous transmettre le support, bien sûr. Bien sûr, il n'y a pas de souci. De toute façon, je sais qu'on avait échangé, on a déjà échangé ensemble, Monsieur Billy, mais je le dis pour vous, mais je le dis pour tout le monde. Le principe du webinaire, c'est aussi une première prise de contact, c'est de se connaître, c'est de mettre un visage, mais maintenant, après, de manière individuelle, je me tiens à votre disposition pour aller plus loin dans vos questions et puis pour adapter mes réponses au contexte de votre collectivité. Parce que forcément, quand on voit ce schéma-là, tout le monde n'est pas intéressé par l'intégralité de ce schéma. Hein. Il faut que j'adapte après mes présentations et mes réponses en fonction de votre contexte. Ça, c'est sûr. Non, alors, Monsieur Estadieux, vous me demandez s'il y a un transfert vers le contrôle de légalité. Donc, non, aujourd'hui. Alors, je suppose que vous faites peut-être référence à une présentation que vous avez pu voir dans le passé. J'imagine, hein, je veux bien que vous me répondiez à ça, mais non, alors je l'ai sorti pour plusieurs raisons. Donc d'abord, c'est parce que effectivement, hein, il y a eu une présentation il y a un peu plus d'un an où il y avait une flèche vers le contrôle de légalité, mais en toute franchise, je vais vous dire pourquoi je l'ai sorti. Il y a pas mal de raisons. D'abord, c'est que cette flèche, elle laissait penser que Atoll CD et la GED étaient en capacité de gérer l'intégralité d'un projet vers le contrôle de légalité. Donc ça, déjà, c'était un petit peu faussé. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a écrit un cahier des charges qu'on a spécifié et qu'on a chiffré pour constituer le fichier TARGZ en respectant le protocole ACT. En aucun cas, aujourd'hui, ce qu'on a écrit dans notre cahier des charges, c'était de gérer le tiers de transport, je dirais, vers la préfecture et de gérer le retour. On s'était arrêté à la constitution du TARGZ. Donc ça, c'est déjà la première raison du pourquoi je l'ai sorti, c'est tout simplement parce que je voulais pas qu'il y ait de confusion d'imaginer que notre GED marché, clé en main, offrait une gestion du contrôle de légalité. La deuxième chose aussi, c'est parce qu'aujourd'hui, on a eu beaucoup de demandes sur la signature, on a eu beaucoup de demandes d'évolution, et que dans la roadmap du produit, le module contrôle de légalité était quelque chose qui se voulait transversal. C'est-à-dire que l'idée, c'était pas de envoyer que les documents marché. Si demain, on veut envoyer une délib depuis un site de délib, il fallait que notre module contrôle de légalité puisse aussi gérer ce cas de figure. Donc, à partir de là, je l'ai sorti aujourd'hui pour des raisons qui sont très simples. C'est que pour pouvoir avancer sur ce projet, il faudra sûrement qu'on ait un panel de clients avec qui on puisse relire encore et encore ce cahier des charges et qu'on soit bien en phase que ce qu'on a spécifié correspond aux besoins des collectivités. Et puis derrière, il faudra qu'on trouve des financements et un moyen de mise en œuvre. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas, mais ça veut dire que j'avais choisi que ce webinaire soit le plus factuel et transparent possible sur voilà ce qu'on sait faire,
Voilà ce qu'on fait et voilà ce qui est déjà en production chez nos clients et avec qui on est en capacité de travailler. Voilà. Mais aujourd'hui, le contrôle de légalité, c'est quelque chose qui est, comme on dirait, c'est dans les tuyaux, mais c'est pas officiellement dans la roadmap. Ah ben je vois que non, ce n'était pas une ancienne présentation, alors vous étiez dans, vous aviez vu juste, mais voilà pourquoi je l'ai sorti. Parce qu'aujourd'hui, toutes les flèches que j'ai pu mettre en place, elles sont réelles. Elles ne sont pas de l'ordre du peut-être ou du fictif ou du voilà. Elles sont vraiment réelles. Et si j'avais mis une flèche contrôle de légalité, ça aurait été un peu plus dans le potentiel et je souhaitais faire un webinar sur voilà, pour que vous puissiez tous qui êtes réunis avec moi aujourd'hui, vous projeter et être en capacité à la sortie du webinar d'aller en discuter avec qui de droit dans votre collectivité et puis de revenir vers moi pour qu'on puisse après échanger dans votre contexte. Mais je voulais voilà, qu'on soit sur du concret. Sachant qu'il ne faut pas que voilà, c'est pas parce qu'il n'y a pas le logo aussi d'un applicatif GF ou de marché ou de signature présent sur cet écran, il ne faut pas que vous quittiez le webinaire en pensant que ah ben non, du coup, on ne peut pas travailler avec la suite des maths finances. Hein. Nous, on est prêt à travailler avec tout le monde. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. C'était encore une fois, en toute transparence, les logos, c'est la représentation de les éditeurs avec qui on travaille factuellement aujourd'hui. Alors, je vois que j'ai encore pas mal de gens connectés. Merci déjà. Il me reste plus longtemps. Hein. C'est mon premier webinaire, donc je ne sais pas si ça va couper d'un coup d'un seul, mais en tout cas, il est 11h29, donc je vous laisse me poser d'autres questions, mais je vous remercie déjà d'être venu. J'espère que ça répond à vos attentes. Et ce que je vous propose, de toute façon, il va y avoir donc notre directrice de la communication, Caroline, va pouvoir mettre à disposition la vidéo hein, qui vous permettra de remontrer dans votre collectivité éventuellement cette petite heure qu'on a passée ensemble. Et puis, vous aurez, vous vous en doutez, mes coordonnées. Voilà, vous aurez mes coordonnées. On va vous remettre le support. Puis, je suis vraiment à votre entière disposition sur tout le mois de juin. Alors, j'ai une question. Vous ne travaillez pas avec Ordige. Alors, oui, Ordige pour les marchés. Alors, c'est marrant parce que vous citez le CD90. Alors, le CD90, effectivement, c'est un client avec qui on est sur un… Atoll CD travaille en ce moment sur un projet. Et effectivement, Ordige, c'est un logiciel de passation de marché que je ne connaissais pas. Hein. Je l'ai découvert il y a peu. Mais oui, nous allons certainement travailler avec Ordige. Je ne l'ai pas mis parce que c'est pareil, on est en prise de contact avec eux pour 2-3 clients que nous avons en commun. Mais je ne l'ai pas mis parce que j'ai pas encore de matière, j'ai pas échangé avec eux. Donc, mais oui, je réponds clairement oui. Après, ce qu'il faut savoir, le CD90 aussi, c'est qu'on a amorcé des travaux avec Cédit de Berger-Levrault. Pourquoi je n'ai pas mis Cédit? C'est parce que le CD90, en termes de jet de marché, a choisi de partir sur du spécifique. Voilà. Donc, c'était leur choix hein, de partir sur du spécifique. Mais c'est pour ça que si je reviens sur la diapo d'avant, pardon, il faut que je trouve le bon écran. Mais si je reviens sur la diapo d'avant, c'est pour ça qu'ici, il n'y a pas le CD90. Hein, ce n'est pas un oubli de ma part. C'est que moi, je suis obligé factuellement de vous montrer tous les clients qui sont dans la suite des maths finances. Hein, puisque quand on discute un petit peu des questions purement techniques. Si on s'intègre dans un site spécifique pour faire de la gêne marché ou qu'on veut travailler avec la suite des maths finances, techniquement, c'est pas du tout les mêmes fonctionnalités, c'est pas le même projet, il n'y a pas la même facilité de mise en œuvre. Hein. Quand on part sur du spécifique, on part d'une feuille blanche et on travaille projet par projet. Ce que j'espère avoir démontré aujourd'hui, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est qu'avec la suite des maths finances, pour le coup, on s'inscrit dans une approche logicielle avec de la mise en œuvre simplifiée et puis avec un partage de connaissances avec tous les clients, enfin, tout ce que vous pouvez connaître d'ailleurs avec d'autres éditeurs. Hein, c'est pas propre à Atoll CD ce que je vous dis. Voilà, donc il est 11h32, donc moi s'il y a d'autres questions, je dirais que je ne suis pas pris par le temps, mais sinon, j'ai plus qu'à vous
qu'à vous souhaiter une excellente journée. Et puis j'espère sincèrement que je vais avoir rapidement soit des appels téléphoniques, soit des emails. Mais voilà, je suis vraiment à votre disposition rapidement, parce que j'espère qu'on va converser plutôt en juin qu'en septembre-octobre, parce que voilà, si je peux vous apporter des éléments de réflexion ou affiner ou tout simplement sur votre demande, hein, je suis à disposition aussi pour faire des avant-ventes sur site, de préférence à distance si besoin, mais une avant-vente sur site, on sait que c'est plus efficace. Mais voilà, je me tiens à votre disposition et tous les clients qui, bien évidemment, seraient intéressés par notre offre, on peut avancer aussi dans une perspective de devis et puis, pourquoi pas vous compter dans notre club utilisateur du mois d'octobre. Ce serait très bien qu'on ait plus de logos à mettre sur cette diapo. Merci à tous en tout cas.